Bienvenue dans ce 54e show de JCL en français. Aujourd'hui, avec le poteau Flo, on va voir comment les pros font pour se remettre d'une blessure, qu'elle soit physique ou mentale. Et restez bien jusqu'à la fin, car on donnera les résultats du vélo du mois. Salut Lolo, salut les amis. Cette semaine, on a décidé de revenir sur ce phénomène qui définit un champion versus un compétiteur ou un sportif de tous les jours, à savoir la capacité à se remettre d'un échec, souvent en vélo lié à une chute et à un traumatisme. On a vu de nombreux exemples positifs, négatifs, durant notamment les dernières semaines et les Jeux Olympiques, avec par exemple des coureurs comme Tom Pidcock qui ont été capables de se remettre très rapidement d'une déception et d'une chute à l'entraînement dans son cas, ou encore Primož Roglič qui a remporté un titre olympique lui aussi après une grosse déception au Tour de France. Et on va évoquer également le cas de ceux qui vont devoir se remettre d'une déception, comme Mathieu Van Der Poel. Et je te propose, Loïc, de nous donner ton expérience déjà sur comment se remettre d'une chute d'un point de vue physique. Alors tout d'abord, Florian, quand on se met une bonne grosse galette, il faut faire un premier bilan des blessures. Donc déjà, savoir qu'est-ce qu'on a, où on s'est plumé, où on a mal, comment on va procéder par la suite. Ensuite, on fait les premiers pansements, déjà, pour éviter d'en mettre partout. Florian, tu connais, le caleçon qui colle à la hanche, les draps qui sont complètement pourris. On connaît tout ça, on l'a tous fait, et toi particulièrement, Flo, non ? Oui, c'est vrai que moi je tombais quand même souvent parce que j'étais un peu casse-cou. Mais c'est vrai que le syndrome de la pizza en vélo, c'est-à-dire la blessure superficielle, la brûlure, ça entraîne beaucoup de changements de drap. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Il faut quand même vérifier évidemment par des radios qu'on n'ait rien de cassé. C'est ça qui pourrait être plus embêtant et nécessiter une rééducation plus longue. Certains utiliseront l'ostéopathe aussi pour se faire remettre dans l'axe. C'est souvent utile lorsqu'on est cycliste. Mais pour toi, Loïc, qu'est-ce qui caractérise la différence d'un point de vue physique pour l'instant entre un champion, un professionnel et un cycliste du dimanche dans la récupération purement physique? Est-ce que tu as constaté des différences dans ton expérience? Oui Flo, déjà tu as un suivi qui n'est pas du tout le même, et ayant une hygiène de vie au top du top, tu ressens ton corps, tu connais ton corps et tu sais ce qui va pas. Et tout naturellement, si tu es à 200% de tes moyens, tes cellules et tes blessures se régénéreront, pardon, j'utilise des mots compliqués ce matin. Tes cellules se régénéreront beaucoup plus facilement. Donc à voir, moi je sais que j'ai une de mes dernières chutes, c'est l'avant-dernière amenée chez les pros. J'ai fait une commotion cérébrale, donc j'ai pris une grosse gamelle en mettant... On voit encore les séquelles d'ailleurs. Non, celle-là je les avais d'avant, tu crois quoi? Ça m'a peut-être remis dans l'axe sur certains trucs, tu vois, du coup, à la limite. Non mais j'ai mis une semaine à m'en remettre, tu vois, les plaies et tout ça c'est passé vachement vite, mais la commotion en soi, normalement, les médecins m'annonçaient 1 mois de repos, machin, tranquille. Bon, pendant une semaine j'étais dans le gaz complet, on va pas se mentir, j'ai essayé de conduire mais j'aurais pas dû parce que en vrai j'étais là mais j'étais pas là. Et en fait, d'avoir justement cette condition physique et de se connaître parfaitement et d'être en pleine forme, ça te permet de vraiment revenir au top de toi très vite, très vite. Et puis tu as le suivi aussi qui va derrière avec le médecin de l'équipe que tu es en contact tous les jours, avec forcément tu peux avoir des ordonnances pour tout si tu veux aller faire des radios complémentaires ou autre. Tout est fait pour que ça aille le plus vite possible et que tu puisses remonter sur un vélo. C'est vrai que c'est un tout, mais c'est bien de dire ça aussi aux jeunes. Soyez pas surpris de récupérer plus vite que la moyenne qui va vous être annoncée, parce que souvent un médecin va vous annoncer une moyenne qui inclut aussi bien des gens qui sont non sportifs, sédentaires, que des jeunes en pleine forme comme vous. Pour autant, ne cherchez pas à revenir absolument plus vite que ce qu'on vous annonce et fiez-vous à votre médecin et à votre suivi médical, aux gens qui vous entourent, parce que c'est souvent la cause d'une rechute et de problèmes supérieurs à ce que vous auriez pu avoir en attendant une petite semaine de plus et en écoutant votre médecin. Je te propose, Loïc, qu'on passe à ce qui pour moi fait la vraie différence, à savoir la composante mentale et cette capacité, que ce soit une chute ou pas d'ailleurs, mais à rebondir d'un échec lorsque on est un grand champion, qui pour moi fait la grosse différence entre le sportif du dimanche, le commun des mortels, comme moi par exemple, et un vrai champion. On a eu des exemples, mais c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce show, parce que les Jeux Olympiques nous ont donné vraiment une panoplie d'exemples de la capacité qu'ont les grands champions à rebondir sur un laps de temps très court et à se remobiliser, y compris après un échec qui a dû être d'un point de vue mental dévastateur. Je te donne 3 exemples. On a Tom Pidcock qui tombe gravement à l'entraînement à quelques semaines des Jeux Olympiques.
qui a des fractures, qui doit panser ses plaies, revenir, se réentraîner, et qui est champion olympique de cross-country. Donc superbe réussite pour lui. On a Primož Roglič qui revient après une grosse déception sur le Tour de France cette année, qui chute dès la première semaine, qui doit abandonner. Donc imagine, il doit être au fond du seau, il arrive à se remobiliser, s'éloigner de sa famille pour aller à Tokyo dans les conditions qu'on connaît, et il est champion olympique de contre-la-montre. Et le dernier exemple, Loïc, c'est Annemiek van Vleuten chez les femmes, qui était tombée lourdement lors des derniers Jeux Olympiques il y a 5 ans, qui revient, qui pense avoir gagné sur route, elle lève les bras alors qu'elle fait médaille d'argent et finalement elle l'emporte au contre-la-montre. À quel point il faut avoir un sacré mental pour arriver à ça? Dis-moi, toi, si tu as quelques exemples et s'il y a vraiment des gens que tu admires dans ça. Oui, bah alors déjà, tu l'as dit de base, c'est des grands champions, c'est tous des grands champions. Donc c'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Et je te prends l'exemple de Pidcock. Alors certes, il est tombé lourdement, il a eu des fractures, il a eu des plaies à panser, mais c'était quand même assez longtemps, entre guillemets, avant ces fameux JO. C'était 2 mois avant, c'est ça? En 2 mois, il avait... T'as de quoi gamberger quand même. Ouais, quand t'es sur ton lit d'hôpital et que tu sais que t'as les JO dans 2 mois. Ouais, mais ça dépend des fractures. S'il a une fracture, il doit se faire opérer et que c'est la galère, ok, là, tu sais très bien que c'est compliqué. Mais en soi, une préparation, il était déjà, à ce moment-là, au moment de sa chute, il était déjà en forme ou sur le point de l'être. Donc forcément, tu récupères pas de la même façon. Ensuite, derrière, tu as 2 mois pour te remettre en canne. En 2 mois, franchement, tu peux faire vraiment beaucoup de chemin. Mais là, le côté mental où il a joué, c'est quand tu me dis, il était sur son lit d'hôpital, il s'est dit, bon, ok, il n'a pas vu le verre à moitié vide, il a vu le verre à moitié plein. Il s'est dit, ok, là, j'en suis là, j'ai ça, il me reste quand même 2 mois derrière pour me remettre. Et c'est là que la force mentale, elle est. C'est qu'il s'est dit, bah, pendant ces 2 mois, je vais charbonner ça. Terrible, et puis je vais revenir au top de ma forme. Bon, il est arrivé, il a tout bousillé. En fait, c'est savoir tourner à son avantage une situation qui a priori peut être négative. C'est ça que tu es en train de nous dire. Roglič, typiquement, je pense que d'un point de vue physique, ça l'a peut-être même servi le fait d'abandonner le Tour de France, mais du coup, c'est vraiment d'un point de vue mental qu'il faut être capable de te le rentrer dans la tête. Ah bah clairement, et puis Roglič, il était tellement motivé comme un cadet qu'il ne s'est même pas arrêté après la ligne d'arrivée. Donc, tu vois que le mec, il était ultra chaud, et lui, il avait envie de faire un tour de plus, tu vois. Donc non, mais c'est cette capacité à se mentaliser, et tu vois, on en avait parlé dans un show précédent sur la préparation mentale, et je pense que tous ces champions sont suivis aussi mentalement, et ont des coachs qui leur permettent justement de rebondir et de voir après ça. Tu vois, il n'y a pas que l'échec, il n'y a pas que le machin. Voilà, ok, là ça va pas marcher, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher après. T'as gagné déjà je sais pas combien de courses, t'as gagné je sais pas combien de trucs, donc c'est que t'es capable. Donc là, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, allez, on passe à autre chose. Et tu vois, il y a l'exemple, je prends de Ferrand Prévot, qui pareil, gros objectif sur ses JO, elle avait quand même préparé ça, mais à la folie. Moi j'avais mis mes billes dessus, hein, parce que j'étais avec elle à Ponferrada quand elle est championne du monde. Enfin, moi je la voyais faire le job, j'étais ahuri. Elle arrive, bam, championne du monde, elle s'était calée dans la tête, ce sera ça. Là, elle est arrivée au JO, mais elle s'est plantée. Enfin, elle s'est plantée, oui, elle a pris une chute, machin, elle s'est plantée, ça l'a pas fait. Eh ben, je pense que elle va rebondir, mais x12, et elle va revenir encore plus en forme, parce que voilà, c'est bon, c'est passé. Je me suis planté là, même si j'avais tout misé dessus, c'est pas grave, je passe à autre chose, je suis toujours en forme, c'est pas parce que je me suis planté là que je suis plus en forme, je rebondis, et là sur les prochains events, tu vas voir, je vais cartonner. Un petit mot du coup, Loïc, pour rendre hommage à Annemiek van Vleuten qui, elle, en plus d'avoir eu la déception cumulée, il lui manquait seulement ce titre-là et elle avait un petit côté pression parce que elle est plutôt en fin de carrière, donc du coup la pression est là de te dire c'est peut-être ma dernière occasion, et elle le fait sur la dernière course qui en plus est un contre-la-montre, donc là c'est un effort solitaire, tu es seul face à toi-même, c'est le mental contre le physique. Donc chapeau, parce que réussir ça, c'est encore un niveau au-dessus pour moi. Et si tu veux bien, j'aimerais bien te proposer de terminer sur Mathieu Van Der Poel, qui est un peu lui dans la même situation que Pauline Ferrand-Prévot. Il a préparé cet objectif, il l'a annoncé depuis des années, il a abandonné le Tour de France pour ça. Et là, c'est quasiment comme si, premier virage, tout s'écroule, quoi. Là, est-ce que tu penses que t'es vraiment meurtri plus qu'une simple chute? Comment tu fais pour t'en remettre, sachant que lui, a priori, il n'avait pas spécialement d'objectif d'ici la fin de l'année? Est-ce que la meilleure façon de faire, c'est pas finalement de suite se remettre un objectif?
Écoute, je sais pas, ça dépend des gens, ça dépend des coureurs, ça dépend de plein de choses, de comment ils l'abordent. Mais pour le cas Van Der Poel, ouais, je pense que c'est une très grosse déception, qu'il a pris un gros coup, mais il reviendra aussi fort. Et là, quoi qu'il arrive, il était fort. C'est pas, voilà, là c'est une circonstance de course. Il s'est mis une boîte. Il est jeune, il est super jeune, et il fera les JO à Paris. Moi, je m'inquiète pas du tout pour lui. Alors certes, il va peut-être finir sa saison comme il peut, entre guillemets, j'ai envie de dire comme il peut alors qu'il est en forme, hein. Il va en gagner d'autres, même s'il n'y a pas des gros objectifs en soi. Et tu verras qu'il va continuer de marcher. Là, je pense que c'est l'histoire d'une semaine, grosse déception, et point. T'aurais fait quoi? Parce que moi je vois deux façons de faire qui peuvent les deux aboutir au même résultat positif. C'est soit tu coupes totalement comme tu avais prévu de faire si tu avais été champion olympique, tu fais vraiment en vacances, tu déconnectes, tu passes à autre chose et tu repars sur un nouveau cycle. Soit au contraire tu te dis bon ben je suis en forme, il faut concrétiser pour passer à autre chose. Et du coup par exemple je me fixe les championnats du monde ou la Vuelta ou peu importe. Il n'est pas invité sur la Vuelta mais c'était pour donner un exemple. Toi t'aurais privilégié quoi comme... Moi, j'aurais coupé. Parce que là, pour moi, je pense qu'il est sur son pic de forme. Quoi qu'il arrive, voilà, c'était l'objectif là, ça a foiré. Mais derrière, moi, j'aurais coupé pour me ressourcer et pour revenir après reprendre un autre cycle d'entraînement, histoire de faire passer la pilule. C'est bon, c'est fait, maintenant on se relance dans autre chose. Parce que là le problème c'est que s'il relance de suite, il va certes rester sur cette déception, même s'il l'a fait passer, mais il va continuer dans son cycle alors qu'il était au pic de forme. Et est-ce qu'il va pas baisser ce pic de forme à force? Je suis d'accord, tu sais quoi Lolo, j'aurais fait exactement comme toi et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai arrêté ma carrière sur une chute, une fracture de la clavicule. J'ai dit bon c'est pas grave, je coupe et je suis jamais revenu. Ah ben voilà, c'est ça. Comme quoi c'est dangereux, et c'est aussi ça qui fait la différence avec les vrais champions, c'est que certainement moi j'étais trop attiré par d'autres beautés de la vie et là ça m'a été fatal. Bref, c'était un petit mot pour sourire pour terminer sur ce thème. Je te propose Loïc qu'on passe à l'actualité, parce que là aussi on va parler du mental avec Lefebvre qui est en total roue libre. Allez c'est parti. Ouais, tu l'as dit, Florian, Lefebvre, il s'est fait... putain, mais il est chaud en ce moment, Lefebvre, et en plus, il est chaud avec Bennett, il lui en met plein la tronche. Mais du coup, c'est bien, c'est en raccord avec notre thème, qui est le mental et comment rebondir. Donc, Lefebvre, je vais citer ses dires, en parlant de Bennett, il dit « Quitter Boransgro et se plaindre à tout le monde qui a été victime d'intimidation, presque déprimé et en faillite, pour y revenir quelques mois plus tard, selon moi, c'est la même chose que les femmes qui rentrent chez elles après avoir subi des violences conjugales. » Bim, tac, terminé, bonsoir. Le mec, il l'a zingué. Ouais, pour remettre dans le contexte, Loïc, bon, forcément, vous l'aurez compris à travers les propos, mais il se murmure de plus en plus fort que Sam Bennett retournerait chez Boransgreux, et on rappelle qu'il avait quitté avec perte et fracas cette équipe-là pour rejoindre la Deceuninck Quick-Step, alors qu'il était encore sous contrat pendant un an. Il s'est fait racheter au le final, contrat. les deux équipes avaient trouvé un accord, et finalement, il retournerait chez la Boransgreux. Donc c'est en fait en commentant cette information que Lefebvre a dit ça et qu'il est parti totalement en sucette. Donc toi Loïc, t'en penses quoi? Tu penses que là il est dans ces dernières années, il va vendre l'équipe et du coup il se dit j'ai plus rien à perdre ou... Mais tout. bon, peu importe, à la limite Lefebvre, bon c'est pas lui qu'il faudrait commenter, c'est plus se mettre à la place de Sam Bennett quoi. Ouais, il faut plus se mettre à la place de Bennett, mais pour revenir au cas de Lefebvre, j'ai envie de te dire, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps dans le cyclisme aujourd'hui. Tous les coureurs qui viennent chez lui, ils marchent. Tous les coureurs qui partent de chez lui, ils marchent plus. Il peut se permettre ce qu'il veut, ce mec. Il vient, il a l'équipe la meilleure du monde, et voilà, il peut poser ce qu'il veut. Et je pense que c'est une force d'avoir un manager comme ça, parce qu'il a pas sa langue dans la poche. Et tu vois, il y a beaucoup de managers qui vont dire oui, mais bon, enfin, et derrière, ils vont la faire différemment. Que lui, il aime pas ta tronche ou il a un problème, bam, terminé. Je suis pas d'accord à 100% avec toi, dans le sens où je pense que ça peut être une force quand les choses sont dites entre quatre yeux et auprès de certains types de caractères que ça motive et auprès desquels ça marche. Quand tu lâches ça comme une bombe dans les médias, là c'est clairement de la communication et c'est voué à faire mal quoi. Là il remue le couteau dans la plaie. Je pense que Bennett, comme il l'a dit, il doit pas être au mieux de sa carrière d'un point de vue psychologique. Et là il se dit bon bah je l'enfonce tu vois du talon quoi. Là clairement je suis pas sûr. En fait ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit en effet tu es face à quelqu'un qui a un tel orgueil à ce moment de sa carrière qui se dit je vais lui démontrer avant de partir ce que je vaux.
soit tu es face à quelqu'un qui est vraiment au bout de sa vie et qui en peut plus du vélo mentalement et qui craque complet, quoi. Non, mais moi je suis pour le fond, pour les propos et tout, ok, pour le fond je suis d'accord, pour la forme non, tu passes pas par les médias pour dire les choses. Mais à mon avis, ce qu'il a dit dans les médias, il a déjà dû lui dire en perso. Du peu que je connaisse le type, Ouais, à mon avis, il l'a dit en perso déjà. Donc c'est pas balancé aussi comme ça à la volée. Donc bon. Mais il a aussi quand même parlé en bien de ses autres coursiers, hein, Flo. Il n'y a pas que lui. Derrière de Rigoberto Urán aussi, c'est juste vrai. pour info. Oui, il a donné des exemples, puisque la thématique était justement sur le mental de ses coureurs et des coureurs qu'il avait eu dans sa carrière. Il a dit que Rigoberto Urán, par exemple, tu pouvais lui faire exploser une bombe nucléaire à côté, il était impassible et rien n'allait le perturber. Voilà, il a eu un petit mot aussi pour Rémi Cavagna, en disant qu'il n'était pas du genre nerveux en général, mais que des fois il pouvait être stressé. Bon, quand tu dis ça, t'as tout dit, je veux dire, tout le monde peut être stressé dans la vie, heureusement, quoi. Mais voilà, bon, je te propose Lolo qu'on ne traîne pas plus là-dessus. En tout cas, courage à Sam Bennett, où qu'il aille. Moi, je lui souhaite de démontrer à Lefebvre qu'il s'est trompé. Et Lolo, il y avait la plus belle classique du monde pour toi ce week-end, si tu nous donnais les résultats. Mais du monde et de l'univers, Florian. Je suis désolé. Dis-toi, il a plu toute la journée sur la Classica Saint-Sébastien et quand même, c'est resté la plus belle du monde, tu vois. Donc, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas. La Belgique, franchement, remballez vos classiques, elles sont éclatées à côté. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais remballez même votre temps de belge, parce que dans le Pays Basque, c'est pire. Ouais, grave, mais carrément. Bon, du coup, le vainqueur, c'est Paules d'Education First qui l'a remporté au sprint. Ils sont arrivés à 3 avec Mohoric et Honoré de Deceuninck. Ouais, d'ailleurs, on aurait pu parler de ça, comment se relever d'une chute. Eux, ils ont tout fait dans les 10 derniers kilomètres, parce qu'ils sont tombés dans la dernière descente. Enfin, pas tous, mais Honoré est tombé, il est revenu, et il s'est joué la victoire. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, ils sont... tu sais, c'est les routes du Pays Basque. Dès qu'il pleut, c'est glissant. Bon, sachant qu'il pleut tout le temps, ça glisse tout le temps. Mais au final, voilà, ils ont bagarré. Et j'ai même eu les dessous de la course avec Michael Cherel qui faisait sa reprise. Tu vois, d'ailleurs, après une très grosse chute à l'entraînement, c'était sa course de reprise là et qui m'a dit, pour moi, ça a été la classique à Saint-Sébastien la plus dure de toute ma carrière. Donc je vous laisse imaginer. Apparemment, ça a bagarré du début à la fin, pim, pam, poum. Ouais, toutes les courses qu'on aime, quoi. Une vraie course basque. Normal. J'ai vu Julien Alaphilippe 6ème, un peu décevant, il s'est pas trop montré, mais je pense qu'un peu comme tous ceux qui finalement ont beaucoup donné sur le tour, encore que Mohoric démontre le contraire, mais bon c'est bien, ça permet aussi de voir des jeunes encore exploser. Paules, on en avait déjà parlé, mais il concrétise. Ouais. Et en tout cas, une belle Classica, tu as raison Lolo, je confirme. Et ça a été aussi une belle course chez les femmes, je crois. Et quelqu'un dont on a parlé il n'y a pas longtemps, tu nous racontes ? Eh ben, c'est Van Vleuten. Van Vleuten qui l'emporte en solitaire. Elle les a faites péter toutes. Enfin, toutes, elles étaient plus nombreuses à la fin. Dans la dernière ascension, alors je sais plus le nom, excuse-moi, mais je sais que c'est un sacré bourbier pour l'avoir passé. Et du coup, elle arrive en solitaire, donc encore une fois, elle montre qu'elle est sur une forme de ouf après les JO. Là, je pense qu'elle est bien lancée pour tout gagner. Surtout, elle s'est fait un petit charter Tokyo-Bilbao. Elle a pas traîné parce que la course, le contre-la-montre féminin à Tokyo, c'était il y a quelques jours seulement. Il faut récupérer, se remettre l'horloge dans le bon sens, donc doublement chapeau à elle. Tu vois, elle tergiverse pas, elle a dit je profite de ma forme du moment et j'y vais quoi. Un petit mot rapide Loïc sur le Tour de l'Ain aussi, puisque c'est quand même une très belle course du calendrier français, qui s'est terminée par la victoire au classement général de Michael Storer, lui aussi belle découverte, qui n'est pas sa première mais de chez DSM. Et puis pour les petits français, on a Champoussin qui termine 6ème. Lolo, est-ce qu'il serait pas temps de donner le vainqueur du vélo du mois ? Non, j'ai pas envie de le donner tout de suite. Tu vois, on va faire durer le plaisir, un peu de suspense, ça fait pas de mal. Non, je déconne. D'accord, tu vas nous raconter ton week-end avant ? Mon week-end, c'était quoi ? C'était pas foufou parce qu'en fait, il a plu au Pays Basque, tu vois, comme d'hab. Il a plu. Et je voulais aller voir la Classica, j'ai pas pu. Pendant que je faisais du bateau. Ouais, mais toi, t'es un expat, c'est normal. Voilà. Et écoute, voilà, moi je voulais aller voir la Classica, du coup j'ai pas été parce qu'il pleuvait, autant te dire que c'est bon, je me suis assez mouillé. Et voilà, c'est tout. Non, en vrai, on va donner quand même le vainqueur, parce que si je vous raconte tout mon week-end, ça va être long. Donc, ce fameux vainqueur gagne avec un magnifique Origine gris à la pointe. C'est le vélo de qui ? Il n'y a même pas marqué le vélo de qui, tu sais ?
Et ouais, je sais plus parce qu'en effet on a mis le screenshot du vote, mais en tout cas il se reconnaîtra. Donc c'est le Origin avec les pneus au flanc beige magnifiques. Des belles roues des roues Mavic. Mavic. Moi j'aime beaucoup ce côté intemporel avec des couleurs relativement classiques et même d'ailleurs une géométrie très classique. En tout cas il vous a plu à vous aussi. Et félicitations à l'heureux vainqueur. Comme d'habitude, donc vainqueur d'un t-shirt JCN, il faut nous contacter dans le profil Instagram de JCN en français avec taille, adresse, coordonnées, tout ça. Et puis on s'occupera de vous envoyer le cadeau, étant donné qu'on a récupéré une fantastique community manager qui se fera un plaisir de gérer tout ça. Et nous aussi, hein, vous en faites pas, on est là pour répondre aux commentaires de temps en temps. Et voilà Loïc, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine parce que pour nous, il n'y a pas de vacances, on est là 365 jours par an, toutes les semaines. Il y a le JCN en français chaud qui revient tous les mardis. Exactement, Flo. En attendant, il y a la piste cette semaine. Allez suivre les pistards français, belges, italiens, francophones, enfin tout, peu importe qui que vous supportiez. Et allez voir surtout le magnifique Look T20 qui est le bolide utilisé par les pistards français sur les JO. Allez, à plus! Ciao!